Bonjour à toutes et tous. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui à Boulogne. Donc nous sommes le 1er août 2024 et c'est très appréciable d'être ici avec toi. On est au calme, on se repose et puis on va parler aussi de sujets très intéressants et reposants selon moi. Toi et moi, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ça fait très longtemps qu'on suit tes aventures, donc finalement, moi, je te connais plus que tu me connais. J'ai suivi avec Circulab tes aventures, avec le Low-Tech Lab notamment. Comme je disais, j'ai écouté récemment aussi une rediffusion sur France Inter du temps d'un bivouac où tu racontes ton expérience sur un radeau pendant 4 mois. Bref, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir t'interviewer. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter, Corentin de Châtelleferault, toi qui es explorateur de mode de vie, nous dire qui tu es? Eh ben, moi j'ai 41 ans, je suis né en Bretagne, j'ai fait des études d'ingénieur et assez vite je suis parti au Bangladesh pour travailler dans un chantier naval. Et au Bangladesh, ça a été un peu une révélation et j'ai découvert tout ce qui était low-tech. Et depuis, plus de 10 ans maintenant, c'est ce qui fait vraiment ma mission quotidienne. Découvrir des innovations low-tech et les faire connaître parce que je crois à fond à ça pour le futur. Et qu'est-ce qu'une innovation low-tech alors? Alors ça peut être, en général, la définition qu'on utilise, c'est une technologie ou un savoir-faire qui répond à 3 critères, c'est utile, accessible et durable. Utile parce que ça répond à des besoins de base, donc ça peut être assez large, hein, ça peut être même la communication, Ouais. la mobilité, la santé, l'hygiène, les matériaux de construction, bien sûr l'énergie, l'alimentation, l'eau, etc. Accessible, et là-dedans on y met un peu l'idée que ça doit être implémentable localement, Mmh. adaptable, appropriable par des Mmh. populations, réparable en général. Là où la notion d'accessibilité est souvent abordée sous un angle, soit ergonomique, soit sinon économique. Là, tu vas plus loin que ça, c'est vraiment, accessible au sens savoir-faire, au sens, compréhension de comment ça marche et qu'on puisse le reproduire, reproductive aussi quelque part. Ouais, c'est ça. OK. Mais il y a quand même la notion de ergonomique, et accessibilité financière, bien sûr. OK. Mais voilà, quand on résume à accessible, Ouais. ça contient plus de trucs. Et durable, donc, et respectueux des humains et de la planète. OK, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire où on est aujourd'hui? Alors déjà, on n'est pas le 1er août 2024, on est le 1er août 2040 ici. Parce qu'on s'est projeté dans un futur où on aurait développé les low-tech, le progrès serait orienté low-tech, et on a essayé de voir comment on pouvait vivre en 2040 en zone urbaine dense. Et en fait, la région parisienne, c'est une des zones les plus densément peuplées du monde. Du coup, on a décidé avec Caroline, avec qui on fait l'expérience, de faire cette expérience ici. Là, on est en région parisienne, dans l'ouest, à Boulogne-Billancourt, dans un immeuble qui est une ancienne crèche désaffectée, qui nous a été prêtée par la mairie. Et on est installé là-dedans un appartement, où vraiment on est comme en 2040, dans notre version du futur. Et on teste pendant 4 mois ce mode de vie, avec l'objectif d'atteindre les objectifs fixés par l'ONU de la neutralité carbone, là. Mmh. Que ce soit un mode de vie du coup qui soit accessible financièrement et accessible au sens large, comme je disais, qui garde en bonne santé, qui ne génère pas de déchets, qui divise par 10 notre consommation d'eau, etc. Donc là on a passé des mois à tout préparer pour être aujourd'hui en Ça se 2040. prépare quand même. Ouais, ça a mis des mois avec des écoles d'ingénieurs, avec des spécialistes de plein de domaines, parce qu'en fait ce qui est compliqué là-dedans, c'est que on invente un mode de vie entier. Donc Mmh. ça touche à plein de domaines et c'est systémique. Donc il faut vraiment faire des va-et-vient avec tous ces spécialistes pour en fait tous les sujets se touchent. T'as pas le thème de l'eau, le thème de l'énergie, le thème de l'alimentation, etc. Donc ça a pris des mois à préparer et là Combien de temps à maintenant peu près? Pardon. en fait, ça fait plusieurs années puisque Ouais. ma première expérience sur la plateforme en Thaïlande, là, c'était déjà une V1 de ça. Mmh. L'idée, c'est de voir dans quel écosystème les humains pourraient vivre pour que ce soit vraiment circulaire. Ouais. La V2, c'était dans le désert l'année dernière avec Caroline au Mexique, Ouais. où on a essayé de voir comment en zone hyper aride, ce qui peut arriver dans pas mal de territoires sur la Ouais. planète d'ici quelques décennies. Comment est-ce qu'on pourrait vivre grâce à ces low-tech? OK.
Et là, c'est la 3e version. Donc en fait, ça fait des années que Des itérations. écosystème, voilà, il s'améliore petit à petit. Mais là, concrètement, dans cet immeuble, on est installé depuis décembre. Donc ça D'accord. fait un peu plus de 7 mois en gros qu'on prépare ça à fond. Et Très pour 4 magnifique. mois? Non. 4 mois, c'est ça. OK. Ça a commencé mi-juillet et ça finit mi-novembre. Et donc, c'est 4 mois pendant lesquels on mesure tout. Parce que du coup, il y a ces indicateurs sur la santé, l'empreinte écologique, l'accessibilité financière, etc. Et aussi, un dont j'ai pas parlé, c'est la désirabilité, parce que on a envie de designer un futur qui soit aussi, qui donne envie, quoi. Souhaitable, quoi. Ouais, souhaitable. Ouais. Fondamental. Nous, c'est quelque chose, enfin, c'est marrant que t'en parles, parce que souvent, c'est nous qui venons à utiliser ce terme-là. La désirabilité, est fondamentale, et d'où aussi, selon nous, cette approche aussi, nécessaire du design et l'utilisation des méthodes design, mais que ce soit désirable, et que ce soit pas que du contraint et... Ben ouais, on veut surtout pas montrer que c'est un retour en arrière, au contraire que c'est un vrai progrès vers un futur qui est plus sain, plus durable, plus épanouissant, etc. OK. Et on pense effectivement, ça fait des années qu'on fait qu'on parcourt le monde à la recherche de low-tech, que sur la planète, il y a le potentiel d'avoir des modes de vie bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Donc il n'est pas question d'un retour en arrière. Ce qui est intéressant, avant qu'on en vienne à qu'est-ce que c'est exactement vivre du coup en 2040, déjà moi il y a cette notion, là en t'écoutant je me dis, vous a fallu du coup beaucoup plus de 7 mois, parce que tu dis que vous avez eu des expériences avant, pour 4 mois de vie comme en 2040. Donc si vraiment on veut commencer si on veut vivre en 2040 comme vous maintenant, il faudrait commencer à se préparer bientôt, quoi. Bah ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que les technologies, elles sont pas hyper compliquées au final. Ouais. Je veux dire, on pourrait demain les industrialiser, les vendre à grande échelle, etc. Ça, il y a pas de problème. Mais par contre, il y a peut-être des freins culturels. Tu sais, c'est des histoires d'habitude à changer. Ouais. C'est ça qui prend le plus de temps, selon moi. Ouais, tout à fait. Se préparer, ouais, mentalement, culturellement, dans les habitudes, OK. Ouais, carrément. Et ça, ça prend du temps déjà pour des gens qui ont envie de le faire. Ouais. Donc si le truc est pas désirable, que les gens ont même pas envie, alors là, ça veut dire que ça doit passer à coup de réglementation, etc. Et moi, j'ai pas envie qu'on arrive vers ce futur-là par. Que ce soit subi, quoi. Ouais, voilà. OK. Donc l'objectif, c'est aussi de donner envie aux gens de commencer à se préparer. Ouais, OK. exactement. Le but de cette expérience, c'est donc, je disais, on va tout mesurer. Ouais. On est suivi par pas mal de scientifiques et tout ça, autant des ergonomes, psychologues, sur l'empreinte écologique, sur la santé, etc., médecins, spécialistes. Et donc, on va pouvoir voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et donc, on va faire tout un rapport après, des tutoriels et aussi une web-série pour Arte, où on va faire un truc à différents, comme on dit, des échelles de vulgarisation, en gros. Ouais, différentes. Il y aura des trucs très geeks, comme des trucs très grand public. Accessibles. Ouais. Et quel est le nom, du coup, juste, sur Arte? Alors, en fait, ça sortira dans quelques mois, donc j'ai pas encore le nom définitif. Mais vous avez déjà commencé, je crois, à faire des... Pour l'instant, on met pas mal de petites vidéos sur Instagram, sur biosphère.expérience. Et après, sur Arte, ça sortira. C'est une série plus complète, avec plus de recul que ces petites vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que c'est vivre en 2040? Comment ça se passe dans cet appartement d'une 20aine de mètres carrés? Eh ben, alors par où commencer? Alors déjà, alors bon, il y a le côté technologique. Là, c'est facile d'en parler, même s'il y en a pas mal. Il y a des trucs pour économiser de l'eau, par exemple. C'est une douche brumisante. Ça a été inventé par la NASA. Tu te fais brumiser comme un crachin breton chaud. Ouais, OK. Tu vois, c'est hyper agréable et en même temps, ça divise par, on passe de 60 litres d'eau, qui est la moyenne des Français, je crois, ou 70 litres, à 5 litres. Donc, ça économise beaucoup d'eau. Beaucoup d'énergie aussi, puisqu'il y a un ballon d'eau chaude de 2 litres. Et du coup, ça consomme très peu d'énergie, ce qui est un des postes quand même principaux de consommation d'énergie dans les appartements. Et en même temps, ça humidifie des champignons qui poussent des pleurotes. Donc, on récolte plus d'1 kilo de pleurotes par semaine. Ensuite, l'eau part dans un système avec des plantes qui épurent l'eau et en même temps qui fait pousser des plantes aromatiques. Ça, c'est sympa d'un point de vue vitamine et aussi d'un point de vue argent, parce que c'est plutôt des plantes qui coûtent assez cher, qui se conservent mal. Donc, ça évite des gaspillages et en même temps, c'est hyper nutritif, parce que quand tu manges, en gros, à bout de bras, t'as tes aromates, tu vois, que tu peux prendre. Et c'est très bon.
Et c'est Donc, très le bon. côté désirabilité Ouais. qu'il a avec. Et ça sent bon. Et puis, ça veut dire que t'as un appart il fait que 26 mètres carrés, mais t'as plusieurs mètres carrés de plantes. Donc, en fait, et on élève aussi des grillons. Donc, t'as un bruit de grillons, t'as un bruit d'eau qui coule, t'as des plantes, t'as des champignons. En fait, tu te sens vraiment vivre dans un écosystème en 2040 grâce à ces technologies. Et Donc, on a cette douche. On a donc cette douche avec les flux sortants. Donc là, en l'occurrence, cette vapeur, quelque part, qui va venir alimenter les champignons. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous avez donc à côté de ça un élevage de grillons. Ouais. T'as les plantes, t'as aussi de l'eau qu'on utilise dans le l'évier, et ça part dans un méthaniseur qui est en bas dans la cour. Et ça, c'est des micro-organismes qui transforment ça en gaz. Donc, on a une gazinière aussi à biogaz. Il y a quoi? En fait, c'est coupé du réseau électrique de la ville. C'est relié à 2 panneaux solaires D'accord. qui fournissent toute l'énergie. Et là, on a développé un système de gestion intelligente de l'énergie. Il y a un microcontrôleur qu'on programme à l'intérieur qui va activer en fonction de, tu lui dis quel temps il va faire aujourd'hui, quel temps il va faire demain. Il va savoir quelle quantité de batterie il faut garder pour demain pour que tu puisses toujours, tu vois, prendre une douche chaude, cuisiner un peu, etc. Et il va du coup allumer la pompe du circuit d'eau quand il faut, allumer les ventilateurs en fonction de la température, etc. C'est un système, quand tu vois le tableau électrique, ça peut paraître high-tech, mais en fait, c'est un système qui permet vraiment d'économiser de l'énergie et hyper ergonomique, parce que là, tu vois, par exemple, on va partir quelques jours en vélo, et ben tout l'écosystème va être géré de manière automatique. Automatique. Ok. Ouais. Et donc, tu as tout ce qui est technologie, et puis vraiment ce cocon vivant, que je trouve assez sympa pour en imaginant 2040. Et il y a aussi tout un aspect social qu'on n'avait pas étudié dans le désert, et encore moins moi quand j'étais tout seul sur le radeau. C'est qu'on a créé des filières en se disant les gens vont pas eux-mêmes faire toute la partie clonage de champignons ou l'élevage des bébés grillons, parce que c'est la partie qui est un peu plus touchy, ou les semis des plantes, etc. On va créer des filières en imaginant qu'en 2040 ces filières existent, et du coup, par exemple, je sais pas, les toilettes, en fait, on a des larves dedans qui digèrent les déchets organiques. Et ben ces larves-là, ça va être quelqu'un qui va nous les fournir à Boulogne toutes les 2 semaines pour les mettre, pour qu'elles digèrent. D'accord. Okay. Et donc on a formé des gens pendant ces derniers mois à l'élevage de larves, à l'élevage de grillons, aux semis, au clonage de champignons, etc. Et on va aller voir, tu vois, hier on a été voir Alison qui élève les bébés grillons, et donc elle fait ça dans son appartement. Elle nous donne des adolescents grillons. On les élève jusqu'à ce qu'on les mange dans l'appartement, et on lui donne les œufs en retour, etc. Okay. Et en fait, il y a comme ça une quinzaine de personnes avec qui on collabore, et il y a un côté social génial là-dedans. Et du coup, en 2040, on commence à voir, même si c'est que le début de l'expérience, que en fait, c'est plus travail et loisir, 2 trucs très séparés. T'as travail, loisir, et t'as aussi des espèces de loisirs utiles où tu vas rencontrer des gens. Ou même un autre exemple, c'est qu'on a un rameur qui fait machine à laver. Tu vas faire du rameur et en même temps faire, tu vois. Et en fait, il y a cette nouvelle catégorie de trucs, de loisirs utiles qui prend une bonne place quand même dans la journée. Et en écho à ce rameur machine à laver, c'est que j'ai constaté, ce que j'ai eu l'immense chance de donc passer par cet appartement juste avant d'arriver pour cette interview, et j'ai rapidement vu, il y a quand même beaucoup de choses mécaniques aussi. C'est aussi ça, 2040, c'est ce rameur machine à laver mécanique. Enfin, c'est ce que t'as dû voir, c'est le broyeur à déchets comme ça, quand t'as des déchets de cuisine, tu les broies. C'est comme une manivelle de winch sur un bateau. Et ça tombe après dans les larves, les mêmes qui digèrent les déchets de toilette. Et en fait, en 2040, t'as pas mal d'activités physiques. Notamment hier, et une fois par semaine, on va dans une ferme partenaire faire du woofing. Tu sais, tu travailles chez un maraîcher et il te donne des fruits et des légumes en échange de ton travail. Et ça, c'est une demi-journée par semaine. C'est à 1 heure en vélo d'ici. Et ça, pareil, c'est une activité physique qui te sort de la ville, que je trouve assez sympa, parce qu'en plus, t'apprends plein de trucs sur le maraîchage. Tu repars avec des fruits et des légumes qui sont bio, de saison, que t'as vu pousser. Et en même temps, t'as fait une activité physique. Donc, il y a vraiment aussi cette dimension, quand tu dis loisir, travail-loisir, je crois que c'est ça que tu disais. Travail utile. Loisir utile. Loisir utile. Il y a aussi cette notion qui me semble importante, 2040, c'est ce loisir utile qui répond à tes besoins.
Enfin, tu vois, je pense que c'est aussi parvenir. Moi, ce que je lis en t'écoutant, c'est voilà, avoir conscience de quoi j'ai besoin et prioriser aussi les activités ou les loisirs ou le travail, peu importe le nom qu'on lui donnera, mais qui vont répondre à tes besoins. Et donc, c'est aussi ce sens du compromis, j'imagine, ce sens de la limite. Ouais. Bah alors c'est vrai que sur ce point, répondre aux besoins, c'est ces dernières années en étudiant les low-tech, on a vraiment compris que c'était ça la base de la démarche low-tech, c'était de toujours commencer par analyser ses besoins. Et c'est pour ça que pendant le tour du monde qu'on a fait à bord de Nomade des mers, là, notre catamaran laboratoire, on a dans chaque pays où on a fait des escales, on regardait les contraintes que vivaient les gens. Et donc, tu as des endroits où ils sont sous stress hydrique, tu as des endroits où il y a des problèmes de pollution, des endroits où il y a des problèmes enfin, un peu tout. Et en général, c'est vraiment des pays qui sont sous contraintes, qui vont inventer des choses low-tech, qui sont hyper ingénieuses. Ça, pourquoi? C'est parce que justement, c'est les gens qui sont sous contrainte qui vont au maximum essayer de répondre à des besoins réels et qui vont pas réfléchir à un superflu sur la thématique du stress hydrique. Bah forcément, t'as plein de gens qui vont se poser la question de OK, comment je fais pour avoir de l'eau? Et ils répondent de la manière la plus ingénieuse possible avec les moyens du bord, avec des moyens adaptés localement. Et donc répondre à ces besoins, c'est le truc de base. Mais sachant que c'est pas toujours évident parce qu'en fait, t'as plein de besoins qui sont juste culturels et tu pourrais quelquefois changer de besoin. Donc, faut vraiment revenir à la racine du besoin. Quelqu'un pourrait te dire, moi, j'ai besoin de m'acheter une Porsche. Alors que peut-être que son besoin d'origine, ça va être un moyen de locomotion et puis un moyen de reconnaissance sociale. Ou un truc comme ça. Et donc, faut réussir à creuser pour revenir à l'origine de ses besoins. Et après, j'ai oublié la suite de... c'est juste réagir là-dessus, mais... Non, mais mon point, c'était pas forcément une question, c'était plutôt une remarque sur le fait que ça nécessitait quand même d'accepter le fait que les low-tech permettaient pas ou en tout cas la vie en 2040 telle que toi tu la proposes aujourd'hui ne permettait pas d'adresser les besoins qu'on pourrait considérer comme nous fondamentaux, ou en tout cas, ou de les adresser mais différemment et avec des réponses qui sont autres. Si on revient sur cet exemple de la Porsche, on pourra répondre à ton besoin de statut social et ou de mobilité, mais par contre, on pourra jamais te proposer une Porsche low-tech, enfin voilà, à moins que tu me donnes tort. Mais du coup, on te proposera peut-être une alternative. Ouais, exactement. En fait, ça demande à déconstruire un peu des trucs parce que il y a souvent le réflexe de se dire OK, on a nos besoins aujourd'hui, nos besoins actuels et on va voir comment y répondre. Tu vois, j'ai un exemple, j'avais vu des designers qui avaient développé des faux arbres que pouvais mettre en ville qui absorbaient le CO2 émis par les gaz d'échappement. Je sais pas si t'avais vu passer ce truc-là. Et je m'étais dit, ça, typiquement, c'est contrer les conséquences négatives de nos modes de vie, tu vois. C'est pas se poser la question en amont à la source de comment est-ce que je résous le problème, etc. Et c'est un peu pareil, là, sur les besoins et sur tous nos modes de vie en général, c'est de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin et comment je peux y répondre grâce au low-tech. Et donc, il faut déconstruire un peu notre culture et nos modes de vie actuels. Et c'est aussi où est-ce que tu vas chercher les solutions, parce que c'est-à-dire que là, cet exemple que tu donnes ou d'arbres qui vont capturer du carbone ou que sais-je, qui sont des solutions, évidemment très technocentristes, mais aussi, comment dire, selon moi aussi inadaptées, et on prend on n'arrive pas à inventer d'autres choses, quoi, en fait, tout simplement. Donc oui, ça questionne, parce que là, tout ce que vous faites, c'est que ça montre aussi que tous ces processus et ces technologies, comme tu dis, sont là, mais les faire fonctionner ensemble, les rendre viables, c'est tout un process. Tu dois faire preuve aussi, j'imagine, de beaucoup de créativité pour inventer des nouvelles choses, et c'est peut-être aussi là-dessus qu'il y a un gros travail à faire. Ouais. Bah, tu vois, un exemple, c'est sur la nutrition, parce que là, pour le coup, un besoin de base, c'est de manger. Il y a un nutritionniste qui nous a un peu formé à ça, qui nous a fait comprendre ce dont on avait besoin, et c'est hyper complexe, hein, entre les vitamines, les minéraux, protéines, les glucides, les lipides, et puis les aliments qui peuvent du coup t'apporter tout ça, et puis ensuite comment lier les aliments entre eux enfin vraiment, c'est un monde méga complexe. Tu vas ensuite essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pousser, qu'est-ce que tu veux élever pour répondre à ces besoins-là.
Et du coup, par exemple, on avait identifié pour aller dans le désert que la spiruline c'était top, que les grillons aussi, les champignons, les plantes, et puis qu'il fallait un peu des céréales légumineuses. Une fois que tu as passé ce stade, tu dois aller voir comment tu cultives de la spiruline, quelles ressources elle a besoin, est-ce que ça peut pas utiliser un déchet d'un autre des trucs. Et en fait, c'est hyper complexe. Donc, tu es obligé d'avancer de manière itérative. Et une fois que tu as atteint un modèle un peu qui marche sur le plan technique, il faut aussi vachement faire gaffe au côté ergonomique et désirabilité. Et puis du coup, sur la nutrition, on avait bossé et on bosse encore avec un chef cuistot qui nous dit ok, si vous associez tel truc et tel truc, ça va être bon. Telle manière de cuire. Enfin, tu vois, c'est aussi lié du coup à l'énergie, à la consommation d'eau. Enfin, vraiment, il faut forcément des études comme des études d'astronautes pour. C'est ce que j'allais dire. Ça fait 2 mentions. Tu parlais de la NASA tout à l'heure avec la douche. Là, tu parlais des astronautes. T'as un peu Thomas Pesquet de la Terre, quoi. On bosse d'ailleurs avec l'Agence spatiale française là de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est ce que tu évoquais. C'est dans la contrainte qu'on en vient à être. C'est dans la contrainte qu'on en vient à être ingénieux et à du coup réutiliser et faire en sorte d'être économe dans notre consommation d'énergie, d'eau, etc. C'est l'exemple aussi de Hélène MacArthur. Toi qui es breton, peut-être il y a un bateau, etc. avec l'économie circulaire qui partage le fait que c'est sur ce bateau et dans cet environnement contraint qu'elle en est venue à se questionner sur la bonne quantité et comment on réemploie tout ça. Donc oui, il y a des similarités avec la fusée. Ouais. Oui, parce qu'ils étudient les voyages longs dans l'espace, même comment habiter sur la Lune ou sur Mars. Et donc là, c'est les espaces les plus contraints que tu puisses imaginer parce que. Peut-être qu'une limite qui est la temporalité quand même, c'est-à-dire que tu sais toujours que tu vas finir par rentrer. Ouais, c'est vrai. C'est tout même. Donc j'imagine qu'il y a aussi probablement que cette préparation là, c'est vivre en 2040. Il y a pas, si on part du principe qu'en 2040 on sera contraint de vivre comme ça, il y aura pas de retour en arrière possible. Là où ta fusée aujourd'hui, quand tu penses tous ces systèmes, tu sais quand même qu'à un moment tu vas pouvoir recharger. Ouais, c'est vrai, mais t'es assez vite limité, hein, parce que tu vois, les déchets organiques générés par un mode de vie dans l'espace, si tu vois, tu peux pas les stocker, la nourriture, tu vois, autant être le plus circulaire possible. Tout à fait. Et avant de venir, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu la genèse. Si on revient un petit peu en arrière, tu as mentionné 2 expériences préalables. Tu disais la V1 et la V2 de celle-ci. Tu as parlé du désert, tu as parlé aussi de la Thaïlande et d'un radeau. Peut-être avant ça, je sais qu'il y a aussi une histoire tu parlais de ton expérience passée en tant qu'ingénieur et de toile de jute. Est-ce que très rapidement, on peut faire ce petit historique de ces étapes? Ouais, carrément. Je suis parti du coup pas longtemps après la fin de mes études, de mon diplôme d'ingé là, au Bangladesh, travailler 1 an en tant que volontaire dans un chantier naval qui fabriquait des bateaux en fibre de verre. Parce qu'au Bangladesh, ils ont beaucoup déforesté et du coup, ils peuvent plus construire des bateaux de bonne qualité en bois. D'accord. Et donc, il y a un chantier qui s'était dit, faisons-les en fibre de verre et résine. Donc, c'est comme ça qu'on fait les bateaux en France, les bateaux de plaisance, etc. Quand la coque blanche, c'est comme ça. Et du coup, j'ai découvert ce matériau, qui est un matériau composite, on dit, et ils importaient, du coup, et la résine et la fibre de verre. C'est très énergivore et en fin de vie, tu sais pas quoi faire avec ce matériau. Même si l'avantage, c'est que c'est hyper costaud, donc ça fait des bateaux qui sont résistants. Qui durent longtemps, quoi. Donc c'est bien pour les pêcheurs en cas de tempête, etc. C'est top. Et du coup, j'ai regardé s'ils pouvaient remplacer cette fibre de verre par une fibre naturelle locale qui était justement, dont l'industrie était vraiment en chute libre. C'est la fibre de jute. Donc ça pousse dans le delta du Bengale, en fait, Inde, Bangladesh, ces pays-là. C'est une grande plante qui ressemble un peu au chanvre et qui est très fibreuse à l'intérieur. Et en fait, ils faisaient les sacs à patates, les sacs de café et tout, mais du coup, tout ça s'est remplacé par du plastique maintenant, ces sacs-là. Donc, ça faisait vivre des millions de personnes, mais maintenant, de moins en moins. Mais t'as toujours les usines. Et les cultures, je veux dire les cultures, et le savoir-faire qui est vraiment unique au monde. Et en fait, c'est une fibre qui est top, elle est pas chère, elle pousse vite, ils ont ce savoir-faire. Et du coup, j'ai commencé des tests pour voir si on pouvait remplacer la fibre de verre. Et donc j'ai fait un premier bateau qui s'appelait Taratari, qui était fait à 40% en fibre de jute, 60% en fibre de verre. D'accord. Et pour prouver que c'était un matériau résistant, je suis rentré en France à la voile avec. Ok. Donc la preuve par l'exemple, quoi. Ouais, voilà. Okay. Ça c'est mon style. Ok. Plutôt que de la faire prise des de dossiers, risque. je fais le truc en vrai. Et du coup, après, je suis retourné au Bangladesh et pendant 2 ans, avec toute une équipe, on a monté un petit laboratoire de recherche sur ce matériau-là pour l'optimiser. Et on a mis à l'eau en 2013 un autre bateau qui s'appelait Gold of Bengal,
qui était premier bateau au monde fait à 100% en composite à base de fibres de jute. Et t'ont laissé quand même carte blanche. Enfin, il y a une confiance qui s'est établie. Toi, tu dis que tu sortais d'école et. Bah en fait j'ai monté le truc moi-même, donc j'ai pas eu à dans le chantier naval. Ton aller-retour, ou en tout cas ton aller. Après. Jusqu'en France, tu travaillais encore pour la structure que tu avais rejoint ou... Non, en fait j'ai travaillé pour ce chantier naval pendant 1 an. En parallèle, j'ai commencé les études sur la fibre de jute. J'ai construit mon bateau dans ce chantier naval. Ouais. Je suis rentré en France et après j'ai monté un projet en recrutant, tu vois, quelques personnes. Donc Gold of Bengal. Et donc on l'a mis à l'eau en 2013. Et avec ce bateau, je suis reparti 6 mois, mais cette fois dans le golfe du Bengale, je commençais à m'intéresser au low-tech. D'accord. Parce que au Bangladesh, c'est un pays qui est hyper contraint pour le coup. C'est une des plus fortes densités de population au monde. C'est aussi un des premiers pays touchés par le réchauffement climatique parce que c'est très bas au-dessus de l'eau. T'as des cyclones tous les ans, t'as des inondations. Enfin, vraiment, il y a des contraintes dans tous les sens. C'est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Et du coup, j'ai vraiment vu sur place cette ingéniosité de comment tu peux inventer des trucs de dingue avec les moyens du bord. Et donc, j'ai voulu, pendant ce voyage de 6 mois, voir comment je pouvais vivre grâce à des low-tech sur ce bateau, tout en testant ce matériau. Okay. Et donc, je me suis arrêté dans des îles désertes dans le golfe du Bengale, en Birmanie, en Inde, en Indonésie. Et du coup, bon, ça a pas trop marché point de vue low-tech. Le bateau a pas coulé, c'est déjà pas mal. C'était le premier donc truc. Cette partie-là, c'est bon, c'était coché, mais l'autre, c'était... Mais côté low-tech, franchement, il y a pas grand-chose qui a marché. Et tu pensais quoi? C'est le contexte, enfin... Bah, en fait, j'ai réalisé que quand t'étais justement tout seul, déconnecté du monde, sur un bateau comme ça, isolé, tu pouvais pas tout réinventer toi-même. Ouais. Et c'est comme ça qu'est venue justement l'idée de se dire, bah, on va essayer de voir comment toutes les innovations low-tech qui sont faites dans le monde, essayer de les documenter, les mettre en open source pour que d'autres puissent les copier et puis créer un espèce de réseau de gens qui s'entraident entre la personne qui a vécu une contrainte, qui a inventé un truc génial, et la personne à l'autre bout du monde parfois qui va se retrouver sous cette même contrainte, mais qui a pas à refaire tout le taf d'inventer le truc. Et voir qu'il y a aussi, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, ce côté low-tech sur le bateau, c'est le principe des low-tech, c'est quand même qu'elles sont ancrées localement dans un contexte où du coup, quand bien même tu vas les copier, les reproduire, ou ce sera jamais exactement pareil. Ouais, c'est le principe souvent qui peut être répliqué, c'est ça. Mais il faut faire avec les matériaux locaux, mais bon, t'as quand même le tronc commun du principe. Qu'après il faut adapter sur place. Mais c'est sûr que du coup, les tutoriels ou les trucs comme ça, faut pas faire comme une fiche Ikea avec un kit à monter ou tu vois, c'est pas. Oui, c'est plus comprendre le principe nouveau que un mode d'emploi, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Donc du coup, création du low-tech lab pour partager, diffuser toutes ces low-tech en pariant sur l'open source. Ouais, donc ça c'était en 2013, directement en revenant de ce voyage avec Gold of Bengal. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas juste documenter des low-tech en cherchant sur Internet, mais il fallait aller voir directement sur place les gens qui les inventaient, documenter, voir aussi dans quel contexte ça s'inscrivait. Ouais. Quelles contraintes, et même économiquement, comment ils se débrouillaient, parce que, voilà. Et ces personnes que tu as rencontrées, qui aujourd'hui, en tout cas, déploient ou utilisent ces low-tech, c'est plutôt des populations, tu as aussi des entreprises, des territoires, ou est-ce que c'est des individus assez isolés, Alors, il y a un petit peu de tout. Déjà en général, c'est pas des gens qui inventent de zéro un truc. Ça, tu vois, en 2013, on était à fond dans les années où ça commençait vraiment, le boom d'Internet. Tu vois, moi, je voyais au Bangladesh, Internet commençait vraiment à arriver même dans les campagnes et tout ça. En 2013, il y avait pas mal de forums, de gens qui commençaient à s'échanger des trucs. Sur YouTube, des gens qui postaient des vidéos de trucs techniques et puis c'était repris par d'autres, etc. Ouais. Il y avait cette espèce de recherche collaborative qui naissait. Et donc, en général, c'était le fruit de ça. C'est des gens, même paumés quelque part, qui allaient s'inspirer de trucs déjà existants, qui allaient l'améliorer, l'adapter à leur contexte et qui, tu vois, ils inventaient pas un truc de zéro. Ouais. Ça pouvait très bien être des particuliers, des étudiants, des assos, des entreprises. Mais nous, on allait voir que des gens qui étaient prêts à partager en open source leur savoir-faire. Okay. Donc, quelquefois, ça a été des grosses entreprises, mais qui étaient OK pour mettre en open source
la version individuelle ou petite échelle et qui gardait en secret des trucs grande échelle, tu vois. Ouais. Mais ça a été un peu de tout et ça a été autant dans des pays riches que dans des pays pauvres, en ville, en campagne. Vraiment, ça a duré 6 ans notre tour du monde à bord de Nomades des mers. Donc toujours de ce bateau-là? C'est un autre bateau. Ah non, Là, du coup, on a acheté un catamaran d'occasion qu'on a réfité complètement pour en faire un laboratoire pour tester à chaque fois toutes les innovations. D'accord. Et tu as deux ou trois exemples d'innovations pour illustrer un petit peu Ouais. T'as par exemple au Sénégal, une de nos premières escales, on a documenté des éoliennes qui sont faites à partir de moteurs d'imprimantes recyclées. Les imprimantes, en fait, elles ont, tu sais, pour faire avancer les feuilles, des petits moteurs, des pas à pas, on appelle ça, qui sont hyper robustes et quand tu jettes l'imprimante, il marche toujours ces trucs-là. Et en fait, quand tu fixes des pales à ça, et que tu mets ça dans le vent, ça peut générer de l'électricité assez pour recharger des portables et tout ça. On a, au Brésil, documenté un système de méthanisation, transformer des déchets organiques en gaz et en énergie et en engrais. Je sais pas, à Singapour, on a vu des systèmes de culture hors sol, là-bas, un peu les mêmes qu'on utilise dans l'appart, pour faire pousser des plantes même en zone urbaine, avec très peu d'eau. Après, on en a vu une 50aine, donc c'est un prix... non, mais c'était 2-3 exemples pour illustrer et qu'on soit... Ok, très clair. Et donc, du coup, 6 ans, tu disais, de tour du monde pour documenter, comme tu dis, ces technologies. Ensuite, retour. Ouais, alors l'idée de base, c'était qu'on mette tous ces tutos sur une plateforme, un wiki qui s'appelle sur lowtechlab.org, mais que ce tour du monde, il serve un peu à amorcer la pompe, c'est-à-dire qu'après, ce soit collaboratif et qu'il y ait des gens qui traduisent des tutos ou qui apportent des nouvelles idées, etc. Et donc oui, donc d'avoir le terreau fertile, quoi, et puis ensuite de permettre que ce truc-là se développe et c'est ok. Carrément. En parallèle, d'ailleurs, l'asso Low-Tech Lab qui est basé à Concarneau, l'équipe qui est restée à terre a développé d'autres projets. Elle a fait un tour de France des low-tech, une tiny house low-tech, enfin, elle a fait plein de projets aussi pour promouvoir ça. Et donc, au milieu de ce voyage-là, pendant l'escale en Thaïlande, j'ai décidé en fait, je commençais à me dire, c'est cool tous ces trucs qui sont inventés individuellement, enfin indépendamment, géographiquement séparés. Mais ce serait génial de les combiner ensemble pour voir comment est-ce que on pourrait créer des combinaisons et carrément un écosystème low-tech et réinventer complètement nos modes de vie et notre manière d'habiter sur la planète. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer le programme Biosphère, où la première expérience c'était sur ce radeau, sur cette plateforme flottante en Thaïlande, où là j'ai mixé une vingtaine de low-tech et c'était la V1. Et donc après, quand on est revenu en France avec le bateau en 2023, non, 2022, on est en 2020. Non, 2040, mais du coup, 2024. Ok, c'était en 2022. On a décidé avec Caroline, qui est ma compagne et qui est aussi équipière du bateau depuis plusieurs années, de faire une V2 dans le désert au Mexique. Et voilà, c'était l'année dernière, on est revenu et là on s'est dit, il y a quand même une personne sur 2 dans le monde qui vit en ville et c'est un chiffre qui augmente. On dit que d'ici 2050, ce sera 70% des gens qui vivront en ville. Il y a plein de problématiques en ville. Voyons comment est-ce qu'on pourrait adapter ces low-tech et faire une biosphère en ville. Ouais, donc en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu es aussi assez conscient enfin, tu vois, t'es pas dans un... comment dire, tu acceptes le fait qu'il y a cette démographie, je sais pas si c'est cet attrait, mais en tout cas ce fait qu'on va vivre de plus en plus en ville. Et donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Là où tu aurais pu avoir un parti pris autre, qui est de toutes les manières, la vie en ville n'est pas possible. Ça aurait été beaucoup plus facile de se dire, non, il faudrait que d'ici 2050, on soit 10 fois moins nombreux sur la planète, et puis qu'on soit tous à la campagne. Mais là, l'expérimentation, elle peut être plus... Mais non, il faut être conscient des tendances actuelles. C'est clair. Ok. Et donc, ce qui est passionnant, et moi, la métaphore qui me vient, enfin, quand je t'ai entendu parler et que là, on en vient à ce côté écosystème, donc déjà, on se rend bien compte, l'évolution, c'est que sur le radeau, t'étais tout seul,
en Thaïlande, avec, en réduisant un maximum les intrants. Et tu disais, tu avais quelques interactions avec les pêcheurs locaux, etc., mais c'était très limité. Là, ce qui est très intéressant dans cette évolution, c'est cette logique d'écosystème où en fait, finalement, vivre en villa, c'est aussi pour que votre vie à tous les deux, mais aussi de cet appartement opère, il faut être connecté au reste, créer ces filières. Et en fait, pour moi, ça vient vraiment. Il y a une image dans ma tête qui est en train de se construire, c'est l'opposition avec le bunker Ouais. où on va vivre en autarcie avec nos conserves et se dire que en fait 2040-2050, quand la planète brûlera, ce sera ça. Et là, tu nous montres qu'il y a une autre possibilité qui est de pas être dans ce bunker en autarcie, mais d'être plutôt dans des écosystèmes en fait qui sont, j'imagine, dans des tailles quand même assez raisonnables, et qui vivent ensemble et qui, connectés les uns les autres, permettent à tout à chacun de... Ouais, bah je pense qu'il y a 3 grosses différences avec l'option bunker. Ouais. Il y a les interactions humaines, la collaboration, clairement, Ouais. quand tu vois tout ce qu'on fait là, ça demande des années de connaissances, d'expérience. Donc autant se diviser le travail et se dire, en fait, telle personne, elle va être spécialisée dans ça et telle personne dans ça. Et vraiment, tu gagnes en efficacité et puis c'est sympa aussi. Ouais. Une deuxième différence, c'est les synergies avec le vivant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ça, en partant au début du tour du monde, même il y a 10 ans, en démarrant le Low-Tech Lab, là, j'avais pas vu le potentiel qu'il y avait à s'associer avec la nature. Je voyais plutôt comme un ingénieur, tu vois, des trucs techniques, on va produire de l'énergie avec des panneaux solaires, des éoliennes, des machins, mais je voyais pas toutes les associations possibles qui sont géniales avec le vivant. Et donc maintenant, je vois l'habitat du futur comme un écosystème vivant. Tu vois, on a les 5 règnes du vivant dans l'appartement, entre les champignons, les bactéries, les animaux, les plantes, et j'en ai oublié un. Je les ai pas, donc je peux pas t'aider. C'est compté sur moi, Enfin, mais ouais. ça n'arrivera pas. Et la dernière différence avec le bunker, je dirais, c'est que quand j'ai l'image de quelqu'un qui va se mettre dans un bunker, il est avec des boîtes de conserve et un flingue. Ouais, exactement. Alors Il y a une que fin à ce nous, truc-là, quoi. C'est-à-dire que... oui, voilà, c'est pas durable. Et nous, on base beaucoup le truc sur des connaissances. Et en général, dans les low-tech, quand tu vois, pour baisser le niveau de technologie, en général, tu dois augmenter le niveau de connaissances. C'est comme un peu si tu dois aller d'un point A à un point B dans une ville. Si tu prends ton GPS, ton téléphone qui va te dire tourne à droite, tourne à gauche, tu vas pas avoir besoin de connaître la carte de la ville et tu vas pas avoir besoin de ton sens de l'orientation. Si tu veux baisser le niveau de technologie et pas utiliser ton GPS, et ben là, tu vas avoir besoin de connaître plus de trucs. C'est un petit peu pareil pour tout, j'ai l'impression. Et l'option bunker, ouais. Le bunker, c'est vraiment la fin du monde. Là où ce que tu dis, c'est plutôt le début de la connaissance et de l'apprentissage, quoi. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc et c'est ça qui le rend aussi désirable. C'est que le bunker, c'est sans issue, là où ce que tu évoques, toi, ça fait que nous faire grandir. Ouais, le bunker, ça ressemble à une impasse. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être pour quelque chose sur lequel moi je me questionne. Là, on parle de c'est possible et de ces nouveaux modes de vie, ou en tout cas ces modes de vie alternatifs. Dans quelle mesure est-ce que ces technologies low-tech, ces modes de vie alternatifs sont des choses qui peuvent être appliquées, utilisées par tout le monde? Est-ce que selon toi, si on continue à se projeter en 2040, on sera qu'une petite partie de la population à pouvoir adopter tout ça? Est-ce que même les entreprises, selon toi, peuvent adopter les technologies low-tech et les utiliser? Je crois que tu parlais avant, lors de ton tour du monde, d'entreprises qui partageaient une partie de leur low-tech et qui en gardaient une autre, c'est-à-dire t'évoquais celle qui était à grande échelle pour elles. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des choses qui étaient à grande échelle. Donc ma question elle est la suivante. Quelle est la place des low-tech et de ces nouveaux modes de vie dans une économie qui est aujourd'hui encore largement industrialisée, particulièrement dans l'Europe de l'Ouest occidentale, très développée et très aussi intéressée par la technique et la technologie. Voilà. Eh ben, ouais, il y a carrément de la place pour, en fait, pour tout ce qui est entreprise et grande échelle. Et j'imagine pas que demain tout le monde se fabrique tout pour chez soi tout seul, tu vois.
Ça, c'est réservé à plutôt des bricoleurs, un peu des geeks du domaine, et c'est aussi une phase, je pense, de l'histoire de pas mal de low-tech. Mais même, enfin, ça, c'est un peu vrai partout. Tu vois, les premiers ordinateurs, c'était fait par des geeks dans des garages, et c'était accessible à personne, et que c'était moche, et que c'était pas ergonomique, etc. Bah, t'as pas mal de low-tech qui sont à cette phase un peu garage et qui méritent d'être un peu plus mieux designés, etc. Et vendus aussi, et puis ergonomiques, etc. Enfin bref. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est quelles technologies ou quels services peuvent être rendus faits localement et lesquels doivent être faits à grande échelle. Tu vois, par exemple, je te parlais de la gestion de l'énergie où on utilise un microcontrôleur, ou même j'ai un smartphone. Clairement, ça doit être fait par des méga usines qui font, parce que c'est du travail. Enfin, on peut pas imaginer que ce soit fait dans le quartier à Boulogne-Billancourt, tu vois. Donc, mais il faudrait que ces pièces-là, qui sont faites à grande échelle et loin, en utilisant des matériaux précieux, etc., il faudrait que ce soit les trucs pensés les plus robustes, les plus modulables, les plus adaptables. Si, je sais pas, il y a un truc qui pète dans la machine, bah au moins que cette pièce-là, qui est hyper précieuse, elle puisse être utilisée dans une autre machine, etc. Alors que la culture de fruits et légumes, tu vois, aujourd'hui, quand tu es en région parisienne, tes aliments, ils font en moyenne 660 km avant d'arriver dans ton assiette. Et il y a moins de 10% des fruits et légumes qui sont cultivés dans la région. Ça, je trouve ça dommage. Tu vois, ça pourrait être beaucoup plus. Parce que clairement, il y a de la terre autour, il y a des champs. Il y a les conditions, ou en tout cas les ressources pour que ce soit possible. Ouais. Ouais, ok. Et donc, ça s'appelle le principe de subsidiarité, si je me trompe pas. De voir ce qui peut être fait localement doit être fait localement, et voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Après, il y a plein de questions pour lesquelles j'ai pas de réponse. Tu vois, là, par exemple, on est coupé du réseau, on est branché sur les panneaux solaires. Je sais pas si c'est une bonne idée d'imaginer que dans le futur, tous les immeubles sont indépendants, ou est-ce qu'il faut mieux un réseau global pour la ville et puis des champs de panneaux solaires et des éoliennes à l'extérieur. Tu vois, il y a toujours des histoires d'échelle. En fait, j'ai pas les compétences pour savoir y répondre précisément. Mais, et ça, c'est un petit peu partout, pareil sur le réseau d'eau, pareil sur pas mal de choses. Quelquefois, tu vois, on a un biodigesteur dans la cour, là. Est-ce que c'est bien pour l'immeuble, ou est-ce qu'il faut mieux un méga biodigesteur pour la ville entière? Oui, et ça, ce sera éventuellement une question d'échelle. Mais si on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, le principe, qui va être le principe du biodigesteur, sera le même. Donc, si tu pars du principe que la low-tech est plutôt sur le principe que sur l'échelle, en fait, moi, en t'écoutant, même si là, ce que tu as l'air de dire, c'est que tu sais pas si le panneau solaire tel que vous l'utilisez pourra être utilisé exactement de la même manière pour tout le monde, que tu as l'air, c'est que le principe de s'appuyer sur la techno. La techno, enfin, tu crois en ça. Après, l'échelle, ok. Et après, sur le côté économique, tu vois, on a créé des filières, par exemple, les deux familles qui élèvent des larves de mouches, là. On se demande si à l'avenir, il faut que ce soit des filières commerciales, des entreprises qui font ça, et puis tu achètes tes larves et puis tu les mets dans tes déchets organiques, ou est-ce que c'est un peu aussi des passionnés qui font leur truc, et puis est-ce qu'il y a une espèce d'économie de service, comme le comment on appelle ça, comme le woofing, Et ça, pareil, j'ai pas de réponse à ça. L'expérience va nous éclairer sur pas mal d'autres trucs. Je pense économie collaborative. Ouais, voilà. Je pense que c'est sympa s'il y a une partie de ça. On est peut-être allé trop loin dans le commercial. Moi, j'ai jamais vécu vraiment en ville, tu vois. Et là, en m'installant, je me rends compte à quel point tout est commercial. Dès que tu sors de chez toi, tu payes, en fait. T'es jamais, t'as pas d'espace libre. Non. Et particulièrement, enfin, moi, je sais que j'ai été marquée de ça. On a une amie qui a longtemps vécu en Thaïlande, et donc dans une ville comme Bangkok, où c'est encore beaucoup plus temps à Paris ou en France, tu vas avoir des parcs publics, jardins publics, des choses comme ça. Là-bas, c'est le moindre déplacement, vu qu'en plus, t'as très peu de trottoirs et ou de passages cloutés. Tout est commercial. Ouais. Tout est payant. Et ça, je trouve, ça va trop loin. Et il y a aussi un truc, c'est en fait, là, t'as une des plus fortes densités de population au monde, mais en fait, les gens, ils vivent quand même un peu tout seuls. Ils ont beaucoup d'interactions avec les commerçants, mais en fait, l'individualisme est poussé aussi à son extrême. Et ces filières qui sont pas commerciales, elles génèrent vachement d'interactions sociales sympas aussi.
Et bref, du coup, je me pose pas mal de questions sur ce côté commercial ou non commercial ou collaboratif, etc. En Donc tout ça, cas, j'ai pas trouver le encore bon de modèle, réponse, quoi. mais Peut-être l'équilibre, trouver c'est l'équilibre, ça à ouais. trouver, quoi. Ouais. Ok. Et ensuite, ouais, quand tu posais la question, ça me faisait penser à une boîte aussi, pour montrer qu'il y a aussi d'autres modèles qui peuvent se développer. C'était au Guatemala, une boîte qui s'appelle Ecofiltro. Je sais pas si tu en D'accord. as entendu Non, ça parler. Ils me font va. des filtres céramiques. En Ok. gros, ils font des pots comme des pots de fleurs un peu, mais c'est un mix d'argile et de sciure de bois. Et Ouais. quand ils cuisent l'argile dans un four de potier, là, la sciure de bois se transforme en charbon, ça fait des micro-porosités, et donc ça filtre l'eau, c'est hyper efficace, en plus c'est écolo, etc. Plutôt que de poser un brevet sur le truc, ils ont décidé d'en produire localement et d'ouvrir en open source leur technologie, leur savoir-faire. Ils forment carrément leurs concurrents. Et donc maintenant, il y a des boîtes dans 38 pays, je crois, qui ont fait la même chose. Et donc, ils bénéficient en retour de la recherche et développement des autres entreprises et puis de la renommée, du coup, mondiale du truc. Et donc ça, c'est un modèle qui m'a pas mal inspiré. Je me suis dit, bah, c'est aussi, enfin, il y a cette idée de choisir, est-ce qu'il faut que tout soit économique ou est-ce qu'il faut qu'il y ait du collaboratif, mais il y a aussi cette idée de faire évoluer les entreprises et l'état d'esprit des entreprises, tu vois. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as d'autres exemples, ou peut-être même au niveau de territoire, je sais pas, ou tu vois, même à Concarneau, avec, vu que le Tech Lab, il est basé là-bas, de l'impact que a ou qu'a eu, ou que commence à avoir, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu explores, tout ce que tu expérimentes sur la transformation territoriale, sur les individus ou même sur les entreprises? Alors ça, il faudrait que tu interviewes l'équipe qui a fait un projet territoire autour de Concarneau, là, Ouais. Julie et Quentin, OK. qui ont pas mal bossé là-dessus. Et ça a commencé quand? Il y a 2 ans peut-être. Ils ont motivé une petite vingtaine d'entreprises et d'organisations autour de Concarneau, dans l'agglomération, pour voir quelle synergie faire, etc. Et ouais, je pense qu'ils seront meilleurs que moi pour te donner OK. les feedbacks, OK. mais Mais toi, tu vois, et au-delà sinon de votre impact à vous, est-ce qu'il y a des exemples sinon de territoires qui se lancent, tu vois, que ça émane de vous ou pas, mais où tu vois qu'il y a quand même des choses où le low-tech commence à prendre de la place? ah bah carrément, bah il y a 10 ans, personne parlait de low-tech, Ouais. c'était vraiment un terme pas utilisé du tout. Et depuis, vraiment, tu as je sais pas, des écoles qui ont fait des cursus low-tech, qui ont intégré des programmes low-tech. Tu as l'ADEME qui parle de plus en Mmh. plus de low-tech, qui a fait des appels à projets là-dessus. Tu as des entreprises qui ont des sections en interne low-tech. Vraiment, c'est un mot qui parle. Tu as pas mal de low-tech labs qui se sont créés. Il y en a plus d'une quarantaine maintenant OK. dans différentes villes en France et dans le monde. D'accord. À chaque fois, c'est des associations indépendantes qui se disent, OK, bah, qu'est-ce que nous, on peut faire sur notre territoire? Donc, ouais, à fond, ça se propage petit à petit, ça prend bien. Et est-ce que, Heu, pardon, peut-être dernier point sur ça, enfin, on est quoi à ça? Tu as donné beaucoup d'exemples, de pays, ou de régions dans lesquelles il y a des contraintes, qui sont assez fortes, et cetera, qu'elles soient économiques. Tu parlais aussi de contraintes, contraintes physiques même. Est-ce qu'il y a des pays, beaucoup plus riches à la fois en ressources, à la fois, enfin, qu'elles soient financières ou qu'elles soient naturelles ou que sais-je? Par exemple en Europe, je sais pas, Europe du Nord, Amérique du Nord ou que sais-je, où les low-tech ont une influence? Ou est-ce que ça reste réservé quand même à... Partout, ça reste vraiment à petit ouais, ça reste des bulles de gens qui sont convaincus, et cetera. Et je dirais, ouais, encore je pense que les États-Unis, c'était le pays, le moins dans cette démarche au niveau global. Après, tu trouves plein de gens très Bien sûr. motivés à petite échelle, et ça, on a vu des trucs super là-bas. Même en plein New York, tu vois, tu as des gens qui cultivent de la spiruline, qui Mmh. font un intranet local pour éviter, enfin bref, un système de communication low-tech, etc. Donc il y a plein Et de petits projets ouais. ouais, mais globalement, non, clairement, en fait, le problème, c'est que les pays qui sont pas sous contrainte, Ouais, c'est ça. ils ont pas cette tendance-là. OK. Peut-être, un dernier point sur sur le Low-Tech Lab qui m'intéresse, quel a été le modèle, économique? Enfin, ce qui fait que de tels projets aujourd'hui peuvent vivre? C'est
un soutien de partenaires. C'est, j'imagine, beaucoup appuyé aussi sur des réseaux de volontaires et de bénévoles. Nous, c'est d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est grâce à ça qu'on a pu être mis en relation, parce que on a une de nos collègues, donc Charlotte, qui est bénévole au Low Tech Lab. Donc le modèle, c'est ça, c'est du modèle aussi communauté et de... Ouais. Alors attends juste avant, parce que j'ai retrouvé ce que je Ouais, voulais dire vas-y. avant. C'est de dire que ça s'essaima aussi du côté technique, parce que la plateforme Wiki qu'on a créée, il y a plus de 1,5 million de personnes chaque année qui va voir ces tutoriels. Et ils sont issus, on peut voir d'où viennent les clics et tout, de plus de 10 000 villes dans le monde. Donc ça, et puis tu le vois, t'as des tutos qui sont traduits en ourdou, qui sont traduits en langue. Tu dis bah ouais, Incroyable. c'est des gens qui, enfin c'est assez cool de voir Bah, ça, c'est une preuve de l'impact, quoi. ouais. C'est-à-dire que c'est Même si on sait factuel. pas qui a Mmh. répliqué concrètement, qui s'en sert, on a des indices qui montrent que ça grandit et que ça porte ses fruits, quoi. Ça me fait beaucoup sourire aussi, parce qu'on a donc chez Circulab, on a conçu des outils aussi en open source, pour une part de penser des modèles économiques et des projets en pensant les impacts et les relations avec les écosystèmes vivants, les écosystèmes humains, la fin de vie, la mission, etc. Et un jour, on était sur Twitter, et on voit un post au Honduras, d'une personne qui a reproduit ce canvas sur une immense feuille A0, au feutre, et qui l'a colorié, etc., et qui a utilisé l'outil. Je crois que c'était pour la conception d'un barrage, quelque chose comme ça, où il souhaitait réduire un maximum les externalités négatives, voire même, je crois il y avait une question aussi de biodiversité, etc. Okay. Et en fait, nous, c'était la plus belle preuve de nous dire, attends, ce truc est utilisé au Honduras par un mec pour la conception d'un barrage, en intégrant les relations avec Bah ouais. avec l'extérieur, et c'était la plus belle preuve d'impact, quoi, qu'on puisse avoir. Donc C'est trop bien d'être copié. ouais, c'est trop bien d'être copié, surtout dans une langue différente, Bah dans oui, un oui. pays que tu connais pas du tout, tu n'as aucun contact, quoi. C'est clair. Donc ouais, je vois bien le sentiment que ça peut créer. C'était pas un demi-million, on n'a pas un demi-million de téléchargements. Non, mais des fois, tu as Ouais. un exemple où tu te dis, bah ouais, quand tu as le feedback d'un exemple, c'est qu'il y en a d'autres dont tu n'as pas entendu parler aussi, quoi. Ouais, complètement. Et ouais, sur la question du modèle, ouais. Et ben en fait, les premières années c'était pas évident parce que personne ne parlait de low-tech, et puis ce principe en fait d'être transdisciplinaire, tu vois, c'est pas un truc classique d'une association. En général, tu as une association dans les low-tech qui va je sais pas, installer des fours solaires dans un pays, il y a des bénéficiaires, il y a un coût, il y a un machin. Nous, l'idée c'était de prendre des idées quelque part, de les documenter et de les diffuser. On sait pas vers qui, je veux dire, c'est en open source, c'est collaboratif, c'est transdisciplinaire, et du coup ça match avec aucun formulaire, des fondations qui donnent de l'argent et tout, quoi. Donc grosse galère les C'est de premières années. l'ingénierie, mais c'est aussi de l'environnement, puis c'est aussi de l'économie, puis c'est aussi du social. C'est un Ah là classique. là. Le truc, c'est trop systémique en fait. Ouais, C'est complètement. trop- Et on a quand même trouvé au début des partenaires. T'as la Fondation Schneider Electric où ils ont quand même compris le truc, ils étaient vachement pionniers là-dedans. T'as Arte aussi qui nous suit depuis 2015 là-dessus, donc on a pu faire connaître le truc. Et puis petit à petit, année après année, il y a quelques fondations qui ont rejoint le truc, on a fait un crowdfunding, etc. Et c'est devenu de plus en plus facile de parler de low-tech et de convaincre de l'utilité du truc. C'est toujours pas non plus hyper facile, hein, mais maintenant on a aussi, tu vois, la ville de Boulogne-Billancourt, tu te dis, c'est pas la ville la J'ai plus grandi low-tech. pas loin d'ici, j'étais très surprise que... Et au final, ça fait des années qu'ils nous accompagnent, Ouais. en se disant, il faut étudier les scénarios pour l'avenir, et donc c'est un scénario possible, les low-tech, donc allons-y. Là, on a toujours Arte, on a aussi le truc improbable il y a quelques années, mais le CNES, l'Agence spatiale française. Ouais, ok. Et puis, ouais, on a des partenaires avec des écoles d'ingénieurs, la l'ICAM, qui a fait bosser peut-être plus d'une dizaine d'étudiants cette année à temps plein pendant 6 mois sur des low-tech. Enfin, vraiment, ouais. Et après, chacun des low-tech labs a son modèle un peu est indépendant, et c'est une association à chaque fois et trouve ses partenaires. T'en as où c'est que des bénévoles. T'en as où ils arrivent à embaucher quelquefois un permanent, etc. Okay. Nous, on a créé une association là qui s'appelle Biosphère Expérience, spécialement pour mener cette expérience biosphère. Et on s'est surtout appuyé sur... on est 3 à temps plein, mais sinon on a des stagiaires et des bénévoles qui tournent pas mal. Puis beaucoup de collaborations. Génial.
Ok, merci. Ça donne envie, c'est désirable tout ce que tu dis. Euh, Écoute, je crois que je vais en venir à mes questions de rétrospective et également Perspective. un peu de prospective. On va commencer plutôt par la prospective si ça te va. Donc, tu parlais de 2040, donc je te propose de reprendre 2040 Ouais. comme repère temporel. Et disons qu'en 2040, tu rencontres une enfant ou un enfant à qui tu racontes ton aventure et un petit peu toutes ces évolutions et tout ce que toi tu as pu vivre pour arriver à ce 2040 que tu es en train de participer à construire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes à cette personne que tu rencontres? Hum, C'est marrant, l'autre jour, je repensais à quand j'étais petit, tu sais, les gens fumaient dans les trains. Ouais, Et si complètement. tu racontes ça à un gamin aujourd'hui, il va te dire, mais c'est quoi cette époque, Ouais, quoi? ouais. C'est comme quand tu vois les gobelets en plastique blancs là. Ouais. Et ben moi, Ah quand oui, je c'est vois vrai qu'on ça, en j'ai voit plus. l'impression que c'était moi. Je vais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, si je me mets dans la peau d'un jeune en 2040, ce Ouais. que je vais lui expliquer du monde d'aujourd'hui, j'espère, aura complètement évolué et ça paraîtra complètement ringard. Peut-être même les voitures dans les villes. Et on se dit, à quoi, des voitures dans les villes? Ça se trouve, en 2040, ce sera que piéton, il y aura des terrasses, des jardins, des Ouais. machins, ce sera trop sympa, quoi. Et, et l'idée de, du coup, Donc ce serait peut-être lui rappeler aujourd'hui en disant, tu sais, avant, ouais, on mais en avait fait, des énormes trucs avec 4 roues qui faisait de il y la avait de la fumée fumée qui de sortait. dingue, les gens avaient des maladies. Ça fera vraiment Moyen-Âge, quoi. Donc, je pense que dans cette situation, ouais, je passerais un peu pour un vieux, tu vois. Comment c'était? Ah, tu sais, avant, on avait des maisons qui consommaient beaucoup. Il Ou faisait alors, très très froid grâce à la clim en été. ou alors, ce sera la mauvaise version du futur en 2040 où les gens vivront dans le métaverse et puis se verront pas et vivront dans des vies virtuelles et là, ouais, non, je sais pas. En Et fait, donc là, tu parleras plutôt comme c'était le Mais bon temps. qui es-tu? Ou alors tu seras peut-être encore ici dans ton Ouais, appartement et ce c'est sera là. clair. Mais du coup, pas facile de savoir quel scénario. Mm. Je trouve que mon scénario low-tech, il est top, mais en fait, je trouve pas que ce soit la tendance actuelle. Donc, à moins que il y ait une contrainte qui pousse vers cette tendance-là, à moins qu'on arrive à vendre suffisamment de rêves pour que les gens se disent, OK, allons-y, ou je Et sais un pas quel. scénario entre les deux, tu as vu le film Dune? Ouais, Où ils ont leur récupérateur d'eau qui leur permet de s'hydrater. oui, Moi, oui, c'est vrai. tu vois, peut-être aussi une espèce d'entre-deux. Ouais, ça peut être ça Ouais, aussi. En fait, j'en sais rien. Je sais pas comment sera le futur. Moi, j'ai envie de travailler sur cette idée du futur qui est cool ouais. et de faire en sorte qu'il y ait le plus de chances possible qu'elle arrive. Mais bon, c'est pas moi qui décide, quoi. Donc, dur à dire. Et du coup, ce sera peut-être plus facile si je te dis de revenir, allez, disons, en 2010, donc on va dire un peu moins de 15 ans en arrière, Ouais. ou 2013 si tu préfères. Si tu te rencontrais au début de cette aventure, quels seraient les conseils que tu te donnerais? Euh... c'est marrant parce que je pourrais me donner des conseils pour éviter de faire des erreurs, mais j'ai l'impression que j'ai fait plein d'erreurs, mais qui m'ont C'est fait grâce à vachement ça avancer. Du coup, ce serait peut-être ça ton conseil, de dire en fait tu feras des erreurs, mais ces erreurs, il faut que tu les laisses venir et que tu arrives ouais, à en faire des apprentissages, quoi. ouais, donc, Accepter le... ouais, hésite pas à tenter des trucs. Ce N'aie sera pas pas peur des de échecs, mais l'échec, ouais, ouais, parce que, ouais, je pense c'est que, pas mal comme conseil. ouais. Ok. T'en aurais d'autres? Ou quelqu'un qui aujourd'hui voudrait répliquer ou tu vois se lancer dans un... Peut-être bien se préparer, ça c'est peut-être important aussi en t'écoutant. Pas trop non plus, parce que je Laisser trouve place à que, l'échec, enfin, ouais, faut laisser place. à laisser erreur, quoi. Ouais. Ouais, ok. Non, je donnerais comme conseil de faire, de pas rester dans la théorie. Et tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu dans un malaise de pas vivre leur vie quotidienne raccord avec leurs valeurs. Mm. Et je pense qu'on a une époque où il faut vraiment être justement explorateur de mode de vie, Mm. comme on disait au début. Et il faut tester des trucs, quoi. Même si c'est des trucs à la con, il faut expérimenter à fond. Et, et ouais, c'est que comme ça qu'on pourra avancer, je pense. Faut vraiment pas rester dans la théorie. Génial, c'est l'exemple du bateau.
fait. Ouais, c'est ça. On va rester là-dessus du coup pour clôturer, ça me semble super. Explorer des nouveaux modes de vie, c'est le message qu'on passe peut-être aux personnes qui nous écoutent. Ouais, et partager. Et partager, absolument. N'ayez pas peur de partager, ça c'est aussi fondamental parce que ça peut nous bloquer. Ça nous fera gagner du temps, ça fera gagner en désirabilité, ça crée tout ce lien social qui est essentiel. Merci beaucoup Corentin, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter et à converser avec toi. Peut-être je vais partager les quelques autres. Donc il y avait le Lowtech Lab, donc c'est lowtechlab.org. Non. Ouais, lowtechlab.org. Ok, super. Donc ça c'est le wiki avec toutes les innovations documentées de partout dans le monde, à la fois par le Lowtech Lab, mais également par toutes les personnes du monde entier. Biosphère urbaine. Ouais, Alors ça c'est le projet donc qui est géré par l'asso Biosphère Expérience et il y a un compte Instagram biosphère.expérience. Biosphère.expérience, c'est génial. Donc sur Instagram, est-ce qu'il y a d'autres Il y a un site internet aussi. Et il y a un site internet aussi. Ok. Bah, ça fait déjà pas mal de choses à aller regarder en ligne. Un grand merci pour ton accueil et bonne continuation et surtout bonnes vacances. Merci.